Salut, c'est CryptChain. Aujourd'hui, on va continuer de décrire la vidéo de mardi dernier. Donc, la vidéo dans laquelle Doug Polk interviewe Jimmy Song, l'un des principaux développeurs de Bitcoin. Mais avant, un petit mot sur un bouquin que je viens de commencer, de 0 à 1 en français, de Peter Thiel. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Peter Thiel, c'est ni un écrivain, ni un essayiste, ni un économiste. C'est un entrepreneur américain qui est maintenant surtout devenu un investisseur. C'est lui qui a confondé PayPal, la société de paiement en ligne qui a survécu à la bulle Internet. Bref, c'est un investisseur avisé. Il avait investi dans Facebook, SpaceX, LinkedIn par exemple. Donc pour en revenir au livre, bon, j'ai pas grand-chose à dire parce que je viens juste de le commencer, mais il y a déjà un point que j'ai trouvé intéressant dès le début du livre. Il parle du progrès. Sa thèse, c'est que le progrès prend deux formes. On aurait le progrès horizontal et le progrès vertical. Donc le progrès horizontal, pour lui, c'est copier ce qui fonctionne déjà. On passe d'une version 1 à une version 2. La version 2, c'est la copie améliorée de la version 1, puis on passe à 3, etc. Donc le progrès horizontal, pour lui, c'est aller de 1 à n. C'est facile à imaginer, car on sait déjà plus ou moins à quoi ça ressemble. Et c'est la logique de la mondialisation, en fait. Reprendre quelque chose qui fonctionne quelque part pour le faire fonctionner partout. Et le progrès vertical, là, c'est créer du neuf. On passe pas de 1 à n, on passe de 0 à 1. Donc je le cite, le progrès vertical est plus complexe à imaginer parce qu'il impose de faire ce que personne d'autre n'a jamais fait. Fin de citation. C'est la technologie, quoi. Donc sa thèse, c'est, je le cite à nouveau, la plupart des gens pensent que la mondialisation définira l'avenir du monde, mais la vérité, c'est que la technologie pèse davantage. Fin de citation. Donc dit autrement, ce n'est pas la copie des bonnes pratiques qui donne leur rythme, mais c'est l'innovation dans les pratiques. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est en plein dedans. La blockchain, en fait, c'est une tentative pour passer, en quelque sorte, c'est une tentative pour passer de 0 à 1, et dans plein de secteurs différents. C'est le saut dans l'inconnu. Personne ne sait vraiment où on va, mais on y va. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est pour rappeler en fait qu'il s'agit d'un pari technologique. Donc c'est risqué, mais c'est aussi pour ça que c'est potentiellement rentable. Donc j'en profite pour rappeler que cette chaîne, n'est pas une chaîne de conseil d'investissement, que je suis pas un expert. Je me forme comme tout le monde au fil du temps, en m'informant auprès de nombreuses sources pour me faire mon avis. Donc revenons-en sur la vidéo. Donc c'est la suite, je fais la suite du commentaire de la dernière fois. Donc ils évoquent la question de la centralisation du mining de Bitcoin. Donc selon Jimmy Song, on ne sait pas vraiment s'il y a une centralisation du mining sur Bitcoin comme on le dit souvent, car les données qui sont communiquées ne sont pas forcément fiables. Est-ce qu'un pool de mineurs est composé d'un seul gros mineur, ou y a-t-il plusieurs mineurs individuels au sein de ce pool? Donc il préfère évoquer la question pourquoi les gens peuvent être effrayés à l'idée de la centralisation du minage sur Bitcoin. Donc ce qu'un mineur peut faire, par exemple, c'est que s'il n'aime pas une adresse ou une personne identifiée par son adresse, il peut refuser de miner la transaction. C'est-à-dire, il peut refuser de la vérifier, même avec de larges commissions, en théorie. Mais ce qu'il dit, c'est que le système économique fonctionne d'une façon qui fait que si on met des commissions suffisantes, c'est dans l'intérêt du mineur de miner la transaction pour pouvoir toucher les fees. Donc selon le développeur, le système est fait de sorte que l'incitation financière l'emporte sur les éventuels intérêts particuliers des mineurs. En gros, derrière ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux. Il pense donc que la crainte de la centralisation du minage, elle est exagérée. Bien sûr, il souhaiterait qu'il y ait plus de diversification géographique dans le minage, mais en fait, ce serait surtout pour diminuer le risque politique qu'un gouvernement interdise le minage. Ensuite, ils évoquent ensemble des solutions pour optimiser les transactions sur Bitcoin. Donc le Lightning Network, dont on avait déjà un peu parlé la dernière fois, la solution hors chaîne, et Segwit, la solution dans la chaîne. Donc Lightning Network, bon, je l'avais déjà défini, je vais pas le redéfinir, mais en gros, Doug Polk lui demande si le Lightning Network va régler les problèmes que Bitcoin a en ce moment, c'est-à-dire la vitesse et les coûts des transactions. Donc la thèse de Jimmy Song, c'est que oui, pour la vitesse et le coût des transactions, c'est l'objectif, mais après, il y a quand même les aspects négatifs qu'il évoque, c'est-à-dire la sécurité des transactions. C'est un aspect qui n'a pas encore été suffisamment testé sur le Lightning. Donc on le disait la dernière fois, Bitcoin, il a été testé durant 9 ans, donc il a fait la preuve de son efficacité, il a subi des attaques, il a résisté, mais ce n'est pas encore le cas avec le Lightning qui est tout récent. C'est aussi pour ça que Jimmy Song, il est sceptique sur quelques altcoins, notamment sur ceux qui n'ont que quelques mois d'existence. Selon lui, ils n'ont pas encore de cas d'usage.
et on ne connaît pas encore le niveau de sécurité de leur blockchain. Est-ce que la blockchain sera résistante aux attaques des hackers? Est-ce que les transactions seront fiables? Est-ce que tout est bien programmé? Donc selon le développeur, en fait, tant qu'une blockchain n'a pas été attaquée par plusieurs hackers, on n'est jamais certain qu'elle soit fiable. C'est la résistance qui est la preuve de son efficacité, en fait. Donc du coup, le Lightning Network, il se trouve dans cette situation. Il est neuf et il devra être testé pour s'assurer que cette solution de paiement est fiable. Bref, il va falloir voir si le petit Lightning sera en mesure de marcher sur ses deux jambes. C'est aussi la raison pour laquelle il apprécie Bitcoin. En fait, les difficultés de Bitcoin, ça ouvre la voie à un marché pour les résoudre. Il y a ainsi plusieurs développeurs qui travaillent sur des solutions alternatives pour optimiser les transactions. Donc à chaque fois, c'est la même chose, hein. Réduction des coûts, augmentation de la vitesse. C'est travailler sur des solutions scalables qui fonctionnent à grande échelle. Là, je sors un peu de la vidéo. Il y avait un article de Coindesk en fait où ils indiquaient que d'autres cryptos en fait vont tester le Lightning Network. Ils mettent Litecoin, Zcash, Ethereum, Ripple. Bon après, je comprends pas trop pourquoi on voit Litecoin ici parce que pour moi, Litecoin il a testé le Lightning avant Bitcoin. Donc si j'ai tort, que quelqu'un l'indique dans les commentaires. J'ai pas vérifié, mais il me semble en être à peu près sûr quoi. Donc là on a vu Lightning, ok. Donc on va passer à l'autre solution qui est la solution dans la chaîne, Segwit. Donc Segwit, c'est une solution qui a été implémentée l'an dernier pour augmenter la taille des blocs de la blockchain de Bitcoin, enfin notamment augmenter la taille des blocs, c'est pas que ça. Et il s'agissait d'un soft fork, donc c'est une mise à jour et non pas un hard fork. Et les blocs, donc bon, tout le monde le sait, mais je le rappelle, hein, les blocs, c'est ce qui contient les transactions de la blockchain. Quand un bloc est plein, c'est-à-dire quand il est rempli de transactions validées, les autres transactions, elles passent en file d'attente et elles attendent qu'un nouveau bloc apparaisse pour pouvoir rentrer dedans après avoir été validé par les mineurs. Donc, plus la taille des blocs est importante et plus un bloc peut contenir de transactions. Donc, moins il y a de files d'attente à ce moment-là pour les transactions. Et plus les transactions sont traitées rapidement, et moins il y a de commissions. Donc, il rappelle que Segwit permet plus de choses que de simplement augmenter la taille des blocs, c'est ce que je disais, enfin la taille des nœuds. Donc, ça permet de réorganiser en fait la façon dont les données sont stockées dans les blocs, ça les allège. Ça augmente la capacité du réseau sans apporter une grosse modification au protocole, ce qui n'est pas négligeable. Et bref, cette solution, en gros, elle optimise le fonctionnement de Bitcoin. Et même pour ceux qui n'utilisent pas Segwit d'ailleurs, parce que ceux qui n'utilisent pas Segwit sur Bitcoin, ils profitent du Segwit, puisque ceux qui utilisent Segwit sur Bitcoin, bah, ils libèrent de la place sur la blockchain Bitcoin. Donc tout le monde en profite. Après, la mise en place de Segwit sur Bitcoin, elle a quand même un coût extérieur. On appelle ça une externalité. C'est-à-dire qu'il faut changer les adresses Bitcoin. Donc il y a un coût de mise à jour des infrastructures pour les exchanges. Il y a un coût de mise à jour des wallets pour les sociétés qui distribuent des ledgers, par exemple, etc. C'est ce qui retarde un peu son adoption généralisée. Et c'est aussi la raison pour laquelle les business, ils étaient plus orientés vers la solution 2x, c'est-à-dire doubler la taille des nœuds, que vers la solution Segwit. Puisque doubler la taille des nœuds, ça aurait eu un impact sur Bitcoin, mais pas sur les infrastructures. Il y a pas de besoin de changement d'adresse à ce moment-là, et donc il n'y a pas les migrations de portefeuille à gérer pour les sociétés, avec tous les coûts, tous les tests et tous les développements que ça implique. Donc ça nous fait, ce petit point-là nous fait réaliser que il y a pas une communauté homogène qui travaille sur Bitcoin. Bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais je le rappelle quand même. Il n'y a pas une communauté homogène qui travaille sur Bitcoin. Tous les acteurs ont chacun leurs propres intérêts à défendre, quoi. Donc Jimmy Song ensuite il donne son avis sur les altcoins. Il rappelle qu'au début, vers 2010-2011, il y avait beaucoup de scams, donc des cryptos préminés, des grosses arnaques pour récupérer l'argent des investisseurs. Les projets étaient surtout faits pour enrichir les créateurs et non pas la communauté. Donc selon lui, il y a toujours beaucoup d'ICO qui rentrent dans cette catégorie, c'est-à-dire apporter de l'argent aux créateurs mais sans créer un vrai projet qui a du sens et qui contribue à l'écosystème crypto. Donc lui, le développeur, il considère que la plupart des nouveaux projets sont des scams qui surfent en quelque sorte sur la vague crypto. Il dit pas que tous les altcoins sont des scams, évidemment, mais il les approche en les considérant d'office comme des scams jusqu'à preuve du contraire. Après, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il apprécie pas mal Monero, Zcash et Decred, mais c'est parce qu'il connaît bien leurs développeurs. Et que sur Monero, par exemple, il a regardé leur programme informatique, hein, c'est toujours en open source, et ce n'est pas une simple copie de Bitcoin. Ils ont tout reprogrammé par eux-mêmes, ils ont innové, et ils ont un produit qui fonctionne déjà. Idem pour Zcash.
Ensuite, ils évoquent le cas d'Ethereum. Ils rappellent que Bitcoin peut aussi faire, enfin, selon le développeur de Bitcoin, Bitcoin peut aussi faire des smart contracts. Sur Bitcoin, ils appellent pas ça des smart contracts, mais ils appellent ça des scripts. Et sur Ethereum, bon, le langage informatique, c'est Solidity. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, premièrement parce que je les maîtrise pas, et puis deuxièmement parce que d'autres le font bien mieux que moi. Mais en gros, le langage de programmation d'Ethereum, il est plus flexible, mais aussi plus compliqué à sécuriser. On retrouve à nouveau le yin et le yang. Donc, pour faire simple, il dit que ce qu'Ethereum propose, par exemple les ICO, Bitcoin pourrait le faire aussi. La différence, c'est qu'Ethereum a choisi de se spécialiser dessus. Et en effet, Vitalik, quand il présente Ethereum comme une plateforme, hein, et non pas comme une monnaie. Alors que Bitcoin, c'est initialement une monnaie. Mais selon Jimmy Song, c'est une monnaie programmable dont les fonctionnalités pourront être développées progressivement. Puisqu'il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus. Et voilà quoi. Donc je rappelle que, bon, il faut que je rappelle aussi, pour préciser son propos, je rappelle la position quand quelqu'un parle, il faut toujours écouter qui parle, d'où il parle et pourquoi il parle. Donc je rappelle que Jimmy Song il travaille pour Bitcoin, donc son avis sur les autres coins et sur Bitcoin aussi, il n'est pas forcément objectif. Mais je pense que c'était intéressant de revenir dessus et de prendre des nouvelles de Bitcoin par quelqu'un qui travaille dessus. Donc voilà, 11 minutes. Petite présentation aujourd'hui. On a vu que Bitcoin, le benchmark temporaire, il est toujours là, il est en place, droit dans ses bottes. Les développeurs travaillent dessus pour améliorer les transactions, augmentation de la vitesse des transactions, scalabilité, diminution des frais. De nombreuses options sont testées, des solutions hors chaîne comme le Lightning, des solutions dans la chaîne comme Segwit. Donc, hop, on va passer là. Donc, on a vu que créer du neuf, c'est-à-dire passer de 0 à 1 par le progrès technologique, ce n'est pas évident. Mais les choses suivent leur cours. On voit là que Bitcoin, il est au-dessus des 10 000 $ maintenant. Donc Bitcoin, il est sorti de sa chambre, il est remonté au 10e étage, et il s'arrête un petit peu là, le temps de reprendre son souffle avant de continuer sa marche en avant. D'ailleurs, il a reçu un petit coup de fil de son petit frère Litecoin, qui s'est remis au sport et qui commence à avoir meilleur teint, comme on le voit ici. Et ils se sont tous les deux souhaité une bonne année, mais avec un peu de retard. Ils ont rigolé, et ils ont dit qu'ils referaient le bilan vers le milieu de l'année. Ils avaient l'air plutôt confiants. Enfin, d'après les échos que m'a donné Monero. Enfin, je crois que c'était Monero, mais je suis pas sûr parce qu'il était masqué. Donc, c'était CryptChain. On se revoit dimanche pour reprendre l'étude des cryptos. Ciao.